L'agence de l'eau, alors deux mots parce qu'on est une structure qui n'est pas toujours connue du grand public, hein. On est né en 1964, on est un établissement public sous tutelle du ministère de l'écologie et la double tutelle aussi du budget et des finances. Et en fait, on a une première particularité, c'est les gouttes d'eau qui ont fait notre territoire. Donc, on est découpé en grands bassins versants suivant les cours d'eau français. Et donc, on ne respecte absolument pas les départements et les régions. Le bassin Loire-Bretagne, bon, c'est la Loire et l'ensemble de ses affluents, ainsi que les côtiers bretons et vendéens. C'est 33 départements, 8 régions, et 13 millions d'habitants et 28% de la superficie métropolitaine. Voilà, notre siège est à Orléans et après, pour être présent sur le terrain, on est organisé en délégation. Et donc là, vous avez deux représentants de la délégation armorique qui couvrent l'ensemble des dossiers eau pour la Bretagne. Première particularité, découpage hydrographique. La seconde, ce qui fait aussi notre particularité, hein, c'est qu'on prélève nous-mêmes nos propres redevances. La loi nous a donné autonomie financière et contrairement à d'autres structures, on a notre propre service des impôts qui est basé à Orléans et qui taxe les différents usagers de l'eau. Voilà, les particuliers essentiellement à travers la facture d'eau et puis également les activités économiques, industrielles ou agricoles. Et donc, toutes ces redevances, elles sont encadrées par le Parlement, mais elles sont discutées au sein d'un comité de bassin, dont j'en dirai deux mots dans quelques secondes. Grosso modo, nos recettes, c'est un peu plus de 70%, c'est le particulier à travers essentiellement sa facture d'eau. 9%, c'est l'industrie. Quand elle prélève de l'eau en forage ou en milieu de surface, ou quand elle rejette des polluants, elle est taxée aussi par l'agence en fonction des pollutions qu'elle rejette. Et puis le monde agricole également à travers un certain nombre de redevances, notamment sur les pollutions diffuses et l'achat de produits phytosanitaires. Donc tout ça, ça alimente un budget. Les 6 agences de l'eau en France, c'est 2 milliards d'euros de prélèvements annuels. Pour Loire-Bretagne, c'est à peu près 20% de ces montants. Et vous avez ici la redistribution. Le but de l'agence de l'eau, c'est pas que de collecter des redevances, c'est de réinjecter la manne financière qu'on a perçue au travers une politique d'aide qu'on va détailler en quelques ce matin. Grosso modo, notre budget, c'est chaque année, on redistribue à peu près 330 millions d'euros d'aide sur le bassin Loire-Bretagne. Et vous avez dans le graphique, alors je vais le commenter un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une grosse partie, à peu près 30%, retourne aux collectivités territoriales. Alors pas aux particuliers en direct, hein, mais notamment on finance beaucoup les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement. C'est la première partie du camembert. Et puis de façon un peu plus limitée, les pollutions agricoles aussi auprès du monde agricole, la biodiversité et les milieux aquatiques, qui est une thématique qui prend de plus en plus d'importance. On voit au fur et à mesure, programme après programme, que nos modalités vont du petit cycle de l'eau, pour faire simple, vers le grand cycle de l'eau. Et puis, vous avez une partie grisée sur la partie en haut à gauche, qui n'est pas anodine, puisqu'on participe à 80% du budget de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et donc, on a pratiquement au niveau national 400 millions d'euros qui partent pour la biodiversité, avec des vraies réflexions au niveau national. On pourra en revenir si vous le souhaitez, hein. Parce qu'aujourd'hui, on a quitté un petit peu le principe de l'eau paye l'eau, hein, qui était un principe très institutionnel en France. Et aujourd'hui, l'eau paye l'eau et la biodiversité sans recette, en fait. Et donc, ça interpelle beaucoup les parlementaires en ce moment. Grosso modo, voilà. Donc, on a 335 millions d'euros de subventions à accorder aux maîtres d'ouvrage qui portent des projets attachés à la lutte contre la pollution, aux économies d'eau, enfin, auprès de l'ensemble des usagers sur cette politique. Alors, vous avez là quelques chiffres pour la Bretagne. Grosso modo, on traite à peu près, à la délégation armorique, on est 25-26 personnes, on traite entre 1000 et 2000 dossiers d'aide chaque année. La Bretagne, sur l'eau, investit à peu près chaque année entre 120 et 150 millions d'euros de travaux et d'études. Et l'agence de l'eau, ce petit graphique en vert, apporte chaque année de 50 à, en 2018, on a dû apporter plus de 100 millions, 110 millions d'euros de subventions, hein, sur la politique de l'eau en Bretagne. Ça, ce sont des chiffres bretons. Donc souvent, on est en réunion et on passe notre temps à instruire des demandes d'aide sur lesquelles, de temps en temps, on fait des refus quand elles ne correspondent pas à nos objectifs. Particularité également, c'est notre gouvernance. On a une gouvernance assez originale, puisqu'à chaque agence de l'eau, autrefois appelée agence financière de bassin, on a un comité de bassin. On parle souvent de Parlement de l'eau, hein, c'est 190 membres qui se réunissent à Orléans une ou deux fois par an. On retrouve l'ensemble des parties prenantes attachées à la politique de l'eau, hein, donc les représentants des différents ministères, les représentants des collectivités territoriales, régions, départements, grosses agglomérations et petites communes rurales sont représentés, les usagers de l'eau industriels et agricoles, et puis également les associations de consommateurs et de protection de la nature. Voilà. Et donc on met ces gens autour d'une table assez régulièrement, ils débattent de la politique de l'eau sur le bassin.
Le président actuel du comité de bassin, c'est l'ancien vice-président en charge de l'eau en Bretagne, c'est Thierry Burlot. Et alors, c'est important parce que des fois, on présente le président du comité de bassin comme le président de l'agence de l'eau. On n'a pas de président de l'agence de l'eau. À l'agence de l'eau, on a un directeur général qui est Martin Guton, qui est nommé par le Premier ministre. Et sa politique, elle est définie à travers sa politique d'aide, à travers son conseil d'administration. Et donc, à une agence de l'eau aussi, un conseil d'administration, qui est finalement un comité de bassin beaucoup plus restreint, d'une trentaine de membres. Et notre président de la République, il y a quelques années, a demandé à ce que l'ensemble des conseils d'administration des 6 agences de l'eau soient présidés par le préfet coordonnateur de bassin. Et donc, actuellement, c'est la préfète de la région Centre-Val de Loire qui préside notre conseil d'administration. Et donc, toutes les décisions d'aide ne se font pas au niveau du comité de bassin. Et puis, dernière particularité, la politique de l'eau, c'est quelque chose qui se fait dans un temps long. On n'est pas sujet à chaque année à des réorientations. On vit sur des programmes pluriannuels. Et les 6 agences de l'eau, actuellement, vivent leur 11e programme d'intervention. Et donc, c'est un programme qui dure 6 ans, 2019-2024. Et comme 6 ans, c'est un peu long, souvent on fait une révision à mi-parcours. Au bout de 3 ans, on regarde un peu ce qui marche, ce qui ne va pas, on réoriente un petit peu nos politiques. Et puis, dernière particularité, on n'a pas de pouvoir de police. On n'est pas la DREAL, la DDPP, la DDTM. Nous, on ne peut pas forcer un maître d'ouvrage à faire des travaux. On n'a qu'un levier bâton, c'est les redevances. Plus on taxe les industriels ou d'autres, plus on a un levier sur la facture. Et puis derrière, c'est la carotte, c'est-à-dire que quelqu'un qui pollue ou qui veut économiser l'eau est aidé. Voilà, ça c'est pour l'agence de l'eau. On pourra en revenir si vous souhaitez tout à l'heure. Alors, directive cadre sur l'eau, j'en parlais. En fait, ce qui est important sur ce texte européen, c'est qu'on a changé de thermomètre. Donc, c'est un texte qui date de 2000 et qui a développé la notion de bon état écologique des masses d'eau. Alors, les masses d'eau, c'est les cours d'eau, les eaux souterraines, les estuaires, les eaux estuariennes, les eaux littorales, et puis également les lacs. Et en fait, autrefois, pour faire simple, je crois qu'il y a quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, on mesurait la qualité physico-chimique et on classait les cours d'eau suivant cette qualité physico-chimique. La directive cadre sur l'eau, elle a un peu changé beaucoup changé le thermomètre. En fait, ce qui devient déterminant maintenant dans le classement des cours d'eau, c'est la qualité biologique. Et donc, on mesure maintenant un certain nombre d'indices à travers la biodiversité, des végétaux et des poissons dans les cours d'eau. Et donc aujourd'hui, ça devient vraiment la note de la qualité d'un cours d'eau est liée à cette biologie. Et pour ajouter une dimension supplémentaire, on s'intéresse aussi à la qualité morpho-dynamique des milieux aquatiques. On imagine bien qu'un cours d'eau complètement eutrophisé, qui est busé, canalisé, autre, évidemment, a moins de vertus de développement de la biodiversité qu'un cours d'eau naturel. Et donc tout ça permet de donner ce qu'on appelle un bon état. Ici, vous avez une carte de la France, j'ai récupéré ça de l'Office français de la biodiversité. Donc, vous avez pratiquement plus de 70 000 points rouges sur la carte. Donc, ce sont des obstacles à l'écoulement. En Bretagne, c'est à peu près un obstacle pour les poissons, tous les 7 km de cours d'eau. Et donc, un des éléments de la politique de l'agence de l'eau, avec d'autres partenaires, ça va être, si possible, de retrouver une certaine continuité écologique des cours d'eau. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà, ça, c'est la carte pour la Bretagne. Et donc, on finance, des fois même, on a même eu financé à 100% des arasements d'ouvrages pour essayer de retrouver une continuité et avoir une circulation des sédiments et des poissons. Voilà, donc tout ça nous donne une notion d'état écologique et avec l'objectif pour les États membres qui donnait 15 ans pour atteindre cet objectif de bon état ou de très bon état, d'avoir un état écologique vert et bleu. 15 ans, c'est 2015. Et en fait, dans sa grande sagesse, les parlementaires ont dit si on n'y arrive pas en 2015, vous aurez 2 fois 6 ans, donc 2021 et 2027 pour revenir à cet objectif. Et donc, depuis maintenant quelques années, on passe notre temps à repousser l'échéance de 2015 à 2021 et maintenant 2027 pour essayer d'arriver à cet objectif de bon état. Alors, quel est-il aujourd'hui sur le bassin? Vous avez l'état des cours d'eau à gauche et les nappes souterraines à droite. Pour le bassin, vous voyez essentiellement de l'orange et du rouge et l'état est plutôt dégradé. On estime que simplement un quart des cours d'eau sont en bon état écologique. Et pour les eaux souterraines, où on mesure à la fois le quantitatif et le qualitatif, les phytosanitaires et les nitrates, on a les 2 tiers des masses d'eau qui sont en bon état. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la Bretagne? Je me suis juste attardé aux cours d'eau. En fait, on pourrait pratiquement la Bretagne la couper en 2, avec des cours d'eau plutôt en bon état, voire très bon état sur la partie ouest. Le Finistère, c'est 61% de cours d'eau qui sont en bon état écologique. Et par contre, à des territoires beaucoup plus dégradés,
que sont l'Ille-et-Vilaine, puisqu'on estime, enfin c'est mesuré, hein, que 3% des cours d'eau simplement sont en bon état. Et donc vous voyez l'effort extrêmement important à mener pour répondre à l'objectif de cette directive cadre sur l'eau qui normalement fixe l'échéance à 2027 pour retrouver que du bleu et que du vert. Alors c'est extrêmement important parce que ces cartes-là conditionnent nos politiques de plus en plus. Sachant qu'il y a une particularité, c'est que pour les nappes, on n'est pas sur les mêmes critères. On ne va pas mesurer la biologie d'une eau souterraine. Et donc on a deux critères, qui est le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif, on a plutôt des nappes de la Beauce, Vendée, les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, on sait qu'on prélève plus que la nappe se reconstitue. Et donc, on est en négatif, on est en rouge en termes quantitatifs. Et donc, il faudrait ralentir les prélèvements sur la nappe pour qu'on retrouve un équilibre. Ça, c'est le quantitatif. Et en qualitatif, c'est les phytosanitaires et les nitrates. Et c'est la partie essentiellement rouge de la Bretagne, sachant que, vous le verrez dans 2 diapos, en Bretagne, on consomme essentiellement de l'eau potable à partir de l'eau de surface. Les 3/4 de l'eau potable viennent de l'eau de surface. On n'a pas des grandes nappes comme d'autres territoires. Alors, on a ces cartes-là pour les cours d'eau. Pour les nappes, on les a aussi pour les eaux estuariennes, qu'on appelle masse d'eau de transition. On l'a aussi pour le littoral, et puis également pour les lacs. Mais bon, le message à retenir, c'est que essentiellement pour les cours d'eau, le travail il est à mener sur la biologie, et donc c'est un travail de politique. C'est pour ça qu'on aussi nos modalités interviennent de plus en plus fortement. Pour faire simple, on désamigle le financement du petit cycle pour aller financer plutôt le grand cycle. Alors, 2 mots sur l'eau potable. Alors, je vulgarise, hein, après on pourrait rentrer dans les détails, sachant qu'il y a des spécialistes. Hein. Pour vous dire, effectivement, j'y reviens, que contrairement au territoire national, la Bretagne, elle est essentiellement alimentée donc, aux 3/4 par de l'eau de surface, hein, d'où l'importance d'avoir aussi une eau de qualité sur les rivières. Une grosse disparité aussi de pluviométrie. Hein. Bon, c'est étonnant parce qu'on pourrait caler cette carte-là de la pluviométrie pratiquement avec la carte de qualité des eaux, en fait, hein, aussi, hein, telle que je vous l'ai présentée. C'est sûr que si vous n'avez pas d'eau dans vos cours d'eau, la biologie est dégradée. Donc, c'est extrêmement important de retrouver de l'eau dans les cours d'eau. On pourrait revenir sur le débat de la crise actuelle et notamment auprès du monde agricole. Ici, vous avez, alors, première priorité de l'Agence de l'eau sur l'eau potable. Il faut que je passe assez rapidement parce que l'eau potable, c'est pareil, c'est une thématique qu'on a tendance plutôt à se désengager pour aller plutôt vers tout ce qui est qualitatif. On a près de 700 captages quand même en eau souterraine qui sont souvent des petits captages dont tous ne sont pas forcément protégés aujourd'hui par une DUP. Donc, c'est un travail de longue haleine. Hein. En Bretagne, non, sur le bassin Loire-Bretagne, on a un quart des captages qui sont toujours pas protégés par un périmètre de protection. Donc ça c'est un vrai sujet qu'on travaille avec les ARS. Après, on pourra aborder le sujet des métabolites de pesticides si vous le souhaitez, mais voilà, qui concerne essentiellement tous ces petits captages qu'il convient encore de protéger. Donc, voilà, donc on a des modalités d'aide hein, quand il s'agit de protéger des captages, de dédommager des agriculteurs, enfin tout ça, on a des modalités qui existent, qui d'ailleurs probablement disparaîtront au 12e programme d'intervention, parce que ça fait quasiment des décennies qu'on intervient sur cette politique. Deuxième priorité, là, j'ai vu que dans la groupe, il y avait quelqu'un qui intervenait sur les réseaux d'eau potable. Ça, c'est un vrai sujet. C'est ce que je mets, hein, c'est qu'on a un réseau qui vieillit aujourd'hui plus vite qu'il n'est renouvelé. Et donc, le patrimoine se dégrade au fur et à mesure. Alors, j'ai des images. Il faut imaginer qu'en Bretagne, on a autant de réseaux d'eau potable qu'on a de routes en Bretagne, hein, pratiquement 72 000 kilomètres de canalisation d'eau potable. C'est un patrimoine qui est considérable, qui représente 11 milliards d'euros qu'on est investi hein, décennie après décennie. Voilà. Et si vous abusez, j'aime bien les images. Hein. Ça fait 2 fois la circonférence de la Terre. Tout ça, c'est pour alimenter les Bretons en eau potable. Voilà, et un taux de renouvellement donc, qui est notoirement insuffisant. Alors, je sais que certaines collectivités ou certains syndicats font énormément d'efforts maintenant pour essayer de passer de 0,6% à 1%, 1,5% pour renouveler ce patrimoine. Vous avez dû entendre aussi dans les communications cet été qu'il y a 1 milliard de mètres cubes d'eau qui est perdu en France avant d'arriver, alors qui est traité, hein, traité par les usines, mais qui n'arrive pas au robinet. Voilà, le rendement moyen. Alors en Bretagne, il est plutôt meilleur que le reste du territoire. C'est surtout dégradé dans le sud-ouest et le sud de la France. Après, bon, c'est vrai que la densité de population fait quelque chose. Et puis la gouvernance aussi. On a en Bretagne, à part le Finistère, de gros syndicats d'eau et donc des structures qui sont peut-être plus vigilantes sur ces thématiques que d'autres territoires. Alors j'avais calculé, hein, pour la Bretagne, on perd quand même 24 millions de mètres cubes. Alors c'est des chiffres annuels, ce qui fait quand même 21 piscines olympiques tous les jours.
Donc moi, quand je communique auprès de nos partenaires, je dis voilà, faites attention. Je sais que le Finistère, on a encore des rendements sur certaines communes à 65-70%, bon, qui est notoirement insuffisant. Donc il y a un travail de fond à faire pour d'abord bien connaître son patrimoine, le suivre à travers des compteurs de sectorisation et autres, et puis derrière investir, sachant que l'agence de l'eau n'a pas de modalité d'aide pour remplacer les tuyaux. On y mettrait tous nos moyens partiraient uniquement sur cette thématique. Premier élément, donc trop coûteux pour supporter par des aides publiques de l'agence de l'eau. Souvent, on est questionné par les canalisateurs et la FRTP sur cette thématique. Donc, on ne sait pas assumer financièrement ce renouvellement. Il faut que ça se fasse à travers le prix de l'eau. Et l'autre élément, c'est que ça ne contribue pas du tout à d'autres atteintes de bon état versus des CE, qui est quand même notre objectif premier. Donc, c'est souvent les deux arguments qui font qu'aujourd'hui, l'agence de l'eau Loire-Bretagne n'est pas très présente sur le remplacement des réseaux. Par contre, tout ce qui est études, tout ce qui est connaissances, ça, on accompagne même à 70% tous ces éléments. Voilà, ça c'est Médecine Olympique. Troisième priorité, je disais qu'on n'était pas très présent sur l'eau potable, mais on y reviendra, c'est tout ce qui est gestion économe de la ressource en eau. Alors ça, c'est un sujet qu'on adore, on aimerait bien avoir plus de dossiers. On intervient auprès des collectivités. Dès qu'une collectivité a un projet d'économie d'eau potable, en général, il est accompagné sur les études et les travaux. Là, je citais deux exemples. On est intervenu il y a 1 an ou 2 sur le centre aquatique de Cesson-Sévigné, qui a optimisé son recyclage des filtres et tout ça. Donc, c'est quelques dizaines de milliers de mètres cubes économisés. Donc, on est intervenu sur l'investissement. Et depuis 3 ans, on n'a eu que 2 dossiers de réutilisation des eaux usées traitées. C'est une thématique qui va prendre, à mon avis, beaucoup d'ampleur ces prochains mois, ces prochaines années. On a eu un dossier sur la station de Dinard. On réutilise l'eau usée de la station pour arroser les plantes et puis arroser le terrain de foot, avec de grosses contraintes imposées par l'ARS. Et plus récemment, on a eu la station du Bonneau qui alimente un golf du côté de golf GMVA, golf du Morbihan-Vanaglo. Voilà, pour l'instant, j'ai que, à ma connaissance, 2 dossiers qu'on a accompagnés. Alors, il y a d'autres dossiers qui se font par ailleurs, mais on va être assez vigilant pour les suivre parce que c'est des dossiers extrêmement intéressants. Surtout qu'on est sur le littoral. On peut revenir sur le débat, mais la réutilisation des eaux usées traitées, voilà, moi j'y crois beaucoup sur le littoral. J'y crois un peu moins sur les cours d'eau parce que l'eau usée traitée, elle va aussi au cours d'eau et des fois elle alimente le débit du cours d'eau. Donc il y a une grosse vigilance et d'ailleurs c'est repris dans nos dosages. Et donc ça passe forcément par des études préliminaires. Auprès des industriels, je ne développe pas plus parce que Jean-Pierre en parlera mieux que moi. C'est nos aides auprès des économies d'eau auprès du monde industriel. Je crois que l'année dernière, tu as presque instruit plus de dossiers éco-d'eau que de lutte contre la pollution. Enfin, vraiment, c'est une thématique vraiment, et nous, on est très intéressés par ces dossiers. Et puis, par le monde agricole, on a lancé 2 appels à projets assez récents auprès des serristes et des éleveurs. Aujourd'hui, ils ont des toitures, ils peuvent récupérer l'eau de pluie qui tombe, et donc ils sont accompagnés à 40% de subvention sur ces projets. Voilà. Et puis là, c'est l'eau potable. Alors, le dernier item, c'est la sécurisation de l'eau potable. Je vous disais qu'on n'était pas très présent. On sait, alors là, j'ai pris une carte du Morbihan, mais j'aurais pu prendre celui de l'Ille-et-Vilaine, peu importe, ou d'autres départements, ou le SDAP 22, les Côtes d'Armor, avec des grosses infras. En fait, depuis 2018, on intervient uniquement, entre guillemets, je m'excuse de mon langage un peu rapide et réducteur, mais sur les communes pauvres. En fait, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a ce qu'on appelle des EPCI ou des communes qui sont en ZRR, en zone de revitalisation rurale. Et donc, nos modalités aujourd'hui du 11e programme nous permettent d'intervenir encore en sécurisation d'eau potable sur les territoires centre-Bretagne essentiellement. Voilà. Et on a encore financé quelques usines d'eau potable, notamment dans le Finistère, grâce à cette modalité. Mais sachez que c'est vraiment une politique sur laquelle on se désengage peu à peu. Là, vous avez dû revoir dans la presse qu'on est en train de finir le lac Duc Vilaine, là, qui va sécuriser à partir de l'usine de Ferrel, du Drezet, Rennes. On avait financé au titre du 9e ou 10e programme les 2 premiers tronçons. Et le dernier, là, qui est pour 43 millions d'euros de mémoire d'investissement, celui-là, on ne finance pas parce qu'il ne rentre plus dans nos modalités d'intervention. Donc, ça se fait sans l'aide de l'agence. Ça, c'est l'eau potable. Alors, l'assainissement, juste 2 mots sur l'assainissement de nos collectifs. L'agence de l'eau a souvent été interpellée par les élus sur l'assainissement de nos collectifs. Là, j'ai repris tous les dossiers d'aide des particuliers qu'on a accompagnés depuis maintenant 15 ans. 2007, c'était le début de cette politique. Un gros boom entre 2013 et 2018. En 2018, alors que c'est une année de forte tension, parce que c'était une année où l'État nous avait piqué 200-300 millions d'euros, alors qu'on n'en était pas prêt, on a dépensé plus de 16 millions d'euros à la réhabilitation des dispositifs des particuliers. Enfin, ça commençait à coûter très cher à l'agence pour un effet sur les cours d'eau qui n'est pas très mesurable. Et donc, on a vraiment durci nos modalités au 10e programme, là, actuellement, où on aide uniquement soit sur la protection des captages. Si des ANC posent des problèmes sur des captages d'eau potable, on peut intervenir encore. Et puis également sur les ANC qui nous posent des problèmes de qualité sur le littoral. Quand on a des usages baignades, conchylicole ou de pêche à pied qui sont dégradés, s'il y a quelques ANC qui posent problème, eh bien, on peut encore subventionner les particuliers.
l'assainissement collectif, qui n'est pas une mince affaire, hein, c'est quand même le gros de nos montants d'intervention. Alors j'aime bien cette image, c'est l'iceberg. C'est-à-dire souvent on parle, mais même les services de l'État me disent la station d'épuration, la station d'épuration. En fait, la station d'épuration, on a à peu près 1100 ouvrages épuratoires en Bretagne. Hein. Bon, souvent des procédés bout activés, très classiques, et puis après on décline sur des procédés plus ruraux, hein, lagunage, planter de roseaux et autres. Tout ça, ça représente un patrimoine de 2 milliards d'euros. À la louche, hein, on n'est pas à quelques millions près. Et par contre, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Et souvent, voilà, moi j'alerte les collectivités sur le fait que la station, c'est bien, s'occuper de sa station d'épuration et avoir un ouvrage épuratoire performant, c'est très bien. Mais si en amont, une partie des effluents sont non traités, on perd quand même une grande partie du rendement global de l'ouvrage. Et donc aujourd'hui, on a un patrimoine, alors c'est un peu un parallèle par rapport au réseau d'eau potable, hein. On a la même chose en assainissement, un patrimoine qui est estimé à peu près à 11 milliards d'euros. Donc vous voyez un petit peu la proportion, qui aujourd'hui, pareil comme l'eau potable, hein, vieillit plus vite qu'il n'est renouvelé. Et donc il y a un message qui est porté régulièrement dans nos interventions auprès des collectivités territoriales, hein, voilà, il faut absolument travailler sur ce renouvellement de patrimoine. Alors pour ça, on a deux outils à l'Agence de l'eau, enfin surtout un, c'est que depuis 2013, en fait, on regarde tous les systèmes d'assainissement. Quand je parle du système d'assainissement, c'est bien le couple station et réseau d'assainissement qui nous pose des problèmes, soit sur des dégradations du littoral, donc c'est tous les points rouges que vous avez sur le littoral breton, hein, on a quand même pas mal. Alors c'est potentiellement voilà, un impact en termes notamment de bactériaux, hein, les sites de pêche à pied, baignade et conchis. Et puis tous les points bleus et verts, vous les voyez moins bien, mais qui nous posent des problèmes aujourd'hui où, au titre de la directive cadre sur l'eau, le cours d'eau est déclassé au titre des macropolluants. Et, voilà. Et donc, on demande à ces collectivités, on leur écrit tous les 3 ans, disant vous êtes prioritaires, et au lieu d'être aidés sur vos travaux à 30% comme classiquement, on peut vous aider aujourd'hui à 50, voire 60 sur certains territoires. Donc ça, c'est notre feuille de route. Et j'aurais tendance à dire, si vous voulez avoir pour l'assainissement que des projets, il faudrait que ce soit sur ces points. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on est sollicité évidemment sur d'autres dossiers, malheureusement. Et puis, alors là, elle n'est pas publique, hein, cette carte. On a financé énormément depuis quelques années la métrologie sur la collecte. Sur ce fameux réseau, on avait très peu de connaissances. On savait qu'il se passait des choses, mais on osait à peine soulever le tapis. Hein, et on se rend compte qu'on a énormément de déversements en amont des ouvrages. Ça, je reboucle avec ce que je viens de dire il y a 30 secondes. Et si vous avez, au fur et à mesure, on équipe en métrologie les réseaux d'assainissement, le nombre de déversements par an sur les points de collecte. Et, voilà. Et donc, on a aujourd'hui énormément d'enjeux sur le travail sur le réseau de collecte. Et c'est un débat qu'on porte avec les collectivités, mais aussi avec les bureaux d'études, qui souvent ont historiquement se réfugient sur la station d'épuration. Mais en fait, l'enjeu, il est. J'en parle parce que j'ai encore envoyé un mail à Dinan ce matin sur l'aspect réseau qui est vraiment très important. Et donc, au fur et à mesure, on équipe en métrologie, on se rend compte effectivement qu'on a énormément de déversements d'eau usée non traités au milieu. Et ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Je vais faire une petite pause. Je vais laisser Jean-Pierre faire un petit zoom sur l'industrie. Juste faire un petit focus sur les priorités dans le secteur concurrentiel. Le secteur concurrentiel, c'est essentiellement l'industrie, mais c'est tout ce qui rentre dans le champ concurrentiel. Ça peut être les campings, voilà, tout ce qui est hôtellerie, l'artisanat. Voilà, ça peut aussi être ces secteurs-là. C'est un secteur qui contribue aussi à la pollution des masses d'eau et qui prélève aussi de l'eau sur le milieu pour son fonctionnement. Moi, je vais faire un focus sur 3 priorités principales de notre 11e programme, que sont les micropolluants. Alors, ça peut être des termes un peu barbares, on va essayer de les préciser. Micropolluants, macropolluants, et un gros focus sur les économies d'eau, puisque dans le contexte actuel, c'est quand même un sujet extrêmement important, à la fois sur les collectivités, mais surtout dans le secteur concurrentiel pour continuer les activités industrielles. Alors, des micropolluants, c'est quoi? C'est tout un tas de substances qui sont présentes en très très faible concentration dans le milieu, mais qui peuvent avoir un effet extrêmement important en termes d'impact sur la vie dans les milieux aquatiques et en termes de pollution. Là, en général, quand on parle de la pollution macropolluant, de l'azote, du phosphore, on parle en milligrammes par litre. Les micropolluants, on est en microgrammes par litre, voire en nanogrammes par litre. Alors, en termes d'image, c'est 1 à 2 pierres de sucre dans une piscine qui vont donner une concentration. Donc voilà, au départ, c'est très très peu de matières actives polluantes, mais qui, à des concentrations très faibles, vont avoir un impact élevé. On va trouver quoi? Des métaux lourds, des pesticides, des résidus médicamenteux, des hydrocarbures.
tout un panel de substances. Et aujourd'hui, on a encore une méconnaissance sur ces sujets-là. On connaît très bien la pollution azotée, phosphorée et l'impact que ça peut avoir sur nos milieux. Sur ces substances, la diverses et variées en très faible quantité, on a encore peu de connaissances. Ouais, c'est vraiment le chantier de demain. Comme c'est une priorité, on est sur cette thématique-là prêt à accompagner à des taux importants tout ce qui va être étude de connaissances pour voilà, caractériser les pollutions, essayer de diagnostiquer quelles sont les sources de pollution et essayer, on a toujours une priorité à l'agence, quand on détecte une pollution, c'est d'essayer de la réduire à la source. Avant même de penser à traiter, c'est d'essayer d'enlever cette pollution, ne pas la produire. Donc on accompagne mieux tout ce qui va être réduction à la source, avec des taux 40 à 70%, que le traitement qu'on va être amené à faire. Si jamais on n'arrive pas à réduire et à enlever la substance en amont, on peut malgré tout accompagner des traitements. Et on va les accompagner à 40 ou 50%. Alors dans le secteur concurrentiel, il y a toujours deux taux de financement. C'est aussi lié à l'encadrement européen des aides. Dans le domaine concurrentiel, l'agence de l'eau, elle ne peut pas aider comme elle le souhaite. Il y a un encadrement européen qui, pour éviter la distorsion entre États, impose à chaque État de ne pas financer un gros. Enfin, on va distinguer les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Les grandes entreprises, elles ne peuvent pas bénéficier de plus de 50% d'aide sur des études et 40% sur des travaux. Et quand je dis 40%, c'est toute aide publique confondue. Donc l'agence, sur certaines thématiques, on pourrait accompagner. Notre programme prévoit des taux de 70%. On ne peut pas les appliquer dans le secteur concurrentiel parce qu'il y a l'encadrement européen des aides. Mais donc ce sujet des micropolluants, voilà, c'est vraiment la priorité de demain et on est prêt à mettre des taux importants sur cette thématique-là pour aller, connaître, réduire à la source et traiter, si besoin, sur ce sujet micropolluant. Je ne vais pas le détailler, ce n'est pas très lisible, mais en zoomant sur cette diapo-là, c'est les 53 substances prioritaires de l'état chimique et les 17 de l'état écologique qui figurent prioritairement dans le SDAGE de l'Agence de l'eau. Alors le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui définit vraiment nos grands objectifs. Donc la liste est là. Il y a certaines substances qui sont dites des SDP, des substances dangereuses, prioritaires, où là, on veut vraiment supprimer les substances, qu'elles ne soient plus présentes dans les milieux, donc les supprimer aussi en amont. Et sur les substances prioritaires, on a des objectifs de réduction. Il y a cette liste-là. Par contre, l'agence est prête à accompagner des industriels, des collectivités qui seraient amenés à travailler sur d'autres substances à partir du moment où on est capable de nous montrer qu'elles ont un impact sur le milieu. On est prêt à ouvrir au-delà de cette liste de substances dites prioritaires pour les accompagner à travailler et à les réduire. On accompagne encore une thématique macropolluant, pollution azote, phosphore, essentiellement, avec une photo d'eutrophisation des milieux. On a encore des progrès à faire, on l'a vu, la qualité des masses d'eau, on n'y est pas encore, donc il y a encore des rejets macropolluants, malgré tout, qui viennent dégrader la qualité de certaines masses d'eau. Donc on peut accompagner à réduire les rejets des activités économiques. Là, toujours, on va essayer de réduire à la source. Et le résiduel de pollution qui va rester, eh ben on va accompagner la mise en place de pré-traitement ou de traitement sur les effluents de l'industriel pour réduire son impact en termes de rejet dans le milieu. Donc étude 50%, réduction à la source 40 à 50%, et tout ce qui va être pré-traitement et traitement des effluents de 30 à 50%. Le 50% étant réservé pour des sites identifiés prioritaires, un peu comme ça a été présenté pour les collectivités. On a identifié des sites industriels qui aujourd'hui se rejettent sur des masses d'eau en moins que bon état, et on considère qu'il faut essayer d'agir prioritairement sur ces points qui sont sur la petite carte de droite. Il y en a une trentaine à peu près. Il y a une trentaine de sites sur la Bretagne. Alors, il y a pas mal de petits sites de points rouges là, sur le Finistère. C'est l'activité pisciculture qui représente une pression importante sur certains cours d'eau, à la fois en prélèvement, en quantité d'eau, et en termes de rejet, puisque même si on a des concentrations très faibles
dans les rejets de pisciculture, ils rejettent un tel volume que ça génère un flux de pollution assez conséquent. Voilà. Donc on passe à une thématique économie d'eau qui est grandement d'actualité. Voilà, comme le disait Olivier, hein, 2021, c'est la première année où on a financé plus de dossiers économie d'eau que de dossiers traitement de la pollution. Alors que cette thématique économie d'eau, avant, au moins sur le champ industriel, voilà, les industriels faisaient pas à dire qu'ils ne faisaient rien sur les économies d'eau, mais ils ne sollicitaient pas pour faire des actions économie d'eau. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que vous avez majoré aussi la partie aide? On a aussi, ouais, il y a eu un appel à projet là où on a plan de reprise qui a permis de donner un petit plus et on est passé d'un coup à 10 € le mètre cube à 20 € le mètre cube. Donc effectivement, il y a quelques petits éléments déclencheurs qui ont fait qu'on a eu un peu plus de dossiers. Et ça, vous comptez le maintenir Alors aujourd'hui, c'est complètement maintenu. Vous allez le voir dans la slide non, c'est même là. Aujourd'hui, alors, si je reprends ce qu'on peut accompagner chez des industriels, qu'est-ce qu'on va aider? On va les aider à mieux connaître leur consommation d'eau. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un élément qui est pas bien connu. On a bien travaillé sur le côté énergétique dans les entreprises. Je pense qu'on peut faire exactement le parallèle et avoir la même chose en termes de diagnostic sur le volet eau. Et il devient aussi important finalement que l'énergie, peut-être pas au même titre, hein, il y en a un, c'est plus économique, mais demain, une activité sans eau, on est quand même en Bretagne, on tourne beaucoup autour de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire sans eau, c'est une activité qui s'arrête. Il y a un certain nombre d'éléments déclencheurs. Il y a le contexte climatique de cette année qui fait que, voilà, on arrive à des arrêtés sécheresse et on arrive à la restriction. Et c'est au moment où on arrive à la restriction qu'effectivement, on se dit, ben, on est au pied du mur. Et on nous demande de réduire de 25% nos consommations. Mais du coup, comment on fait? Puisqu'on n'a jamais regardé, enfin, il y a encore des industriels où il y a un seul compteur en entrée. On compte ce qui rentre. Une fois que c'est parti dans les ateliers, on ne sait pas quel atelier consomme le plus. Alors si, on a quelques idées, hein, mais pas de façon précise. Donc il reste une grosse partie d'amélioration de connaissances et d'études diagnostiques, suivi de consommation. Donc ça, c'est des choses qu'on accompagne à 50% auprès des industriels. Tout ce qui est études et tout ce qui est besoin de pose de compteurs, de supervision, voilà, de systèmes d'exploitation de leurs données pour arriver à bien connaître et à sortir des plans d'action derrière. Donc ça, vraiment, c'est une partie extrêmement importante. Derrière, il va en découler des plans d'action. On va les accompagner à réaliser les travaux qui vont permettre des économies d'eau. C'est quoi exactement l'accompagnement, par exemple? Alors, les accompagnements, nous, ils vont être proportionnels à l'économie d'eau que l'on va pouvoir réaliser. On a un objectif de résultat. L'idée, c'est de financer des travaux qui vont permettre d'économiser de l'eau par rapport à la situation actuelle. On va les accompagner avec un montant, qu'on appelle un montant éligible de travaux, qui était précédemment à 10 € par mètre cube d'eau économisé par an. C'est-à-dire qu'ils peuvent investir 10 € pour économiser un mètre cube d'eau par an. On l'a passé à 20 dans l'appel à projet plan de reprise et il a été maintenu à 20 € à la révision du programme au 1er janvier 2022. Un programme, c'est 2019-2024, notre 11e programme, et en général, il y a toujours une révision à mi-parcours. Et donc, à l'occasion de cette révision à mi-parcours, sur le volet économie d'eau, on a repris exactement les modalités qui avaient permis justement dans l'appel à projet plan de reprise d'aller chercher du dossier. Donc elles sont maintenant inscrites en dur dans notre programme jusqu'à 2024. Donc voilà. Chez un industriel, aujourd'hui, on est dans un secteur concurrentiel, donc on ne peut pas accompagner ce que l'on veut. C'est pour ça. On ne peut pas accompagner du renouvellement. Quand on est sur l'outil de production de l'industriel, on ne peut aider qu'un surcoût environnemental. C'est-à-dire que sur son outil de production, s'il doit renouveler, il n'y a pas d'accompagnement sur le renouvellement. Je parle des utilités, moi, justement. Alors, par contre, quand on est sur sur son outil de production, on peut quand même accompagner un surcoût environnemental. On va lui demander de chiffrer le renouvellement à l'identique. Si renouvelle à l'identique, ça coûte combien? Et il choisit une technologie qui va permettre de faire mieux en termes de consommation d'eau. Ce qu'on va financer, c'est le delta. Mais il faut que ça coûte plus cher. Si ça coûte le même prix pour faire du renouvellement. Tu as peut-être quelques exemples très concrets.
Oui, on change une machine tour aéro-réfrigérante. Aujourd'hui, il y a énormément d'industriels qui réfléchissent à passer sur de l'adiabatique. L'adiabatique est plus coûteux, mais il permet d'économiser de l'eau. Donc le différentiel entre le renouvellement de la tour à l'identique et l'adiabatique, comparé au volume d'eau qu'on économise, voilà, on peut pas. Ça, c'est pris en charge. Ça va être intéressant, c'est l'étude globale. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit sur les fuites de réseau où on a encore le plus Alors, peut-être, hein. Moi, là, c'est un domaine que personnellement, par exemple, on n'a encore pas eu de dossier d'industriels qui nous sollicitent sur cette partie réseau. Ils sont encore à rechercher des économies d'eau plutôt sur leur activité, les process, et essayer de réduire voilà, la consommation à la source. Ne pas consommer de l'eau sur des lavages, voilà, mettre en place après, c'est ce que je mettais dans un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, les industries, ce qu'on veut les inciter à faire, c'est à réduire la consommation avant même d'arriver sur ce que tout le monde cherche à faire aujourd'hui. Alors, réutiliser notamment, réutiliser de l'eau, elle coûtera. Elle a un coût, cette eau réutilisée. Donc, nous, on insiste vraiment sur cette partie diagnostic et économie d'eau à la source. Donc voilà, les enjeux dans le contexte du dérèglement climatique sur le secteur industriel, moi j'aime bien rappeler qu'il est important d'avoir une approche globale du sujet eau à l'échelle d'un site. Le sujet eau, maintenant, il rentre comme le sujet énergie, comme le sujet déchets. Mais voilà, avoir vraiment une approche globale, ça c'est extrêmement important. L'intégrer très en amont dans les projets. Vous en parliez tout à l'heure, aujourd'hui on réagit trop en pompier. Hein. On est au pied du mur et comment on fait? Donc l'intérêt, c'est de l'intégrer en amont dans tous les projets et les travaux des sites. Avoir une réflexion prospective, voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire dans les années à venir, et vraiment s'appuyer sur le diagnostic de l'existant, bien connaître ses consommations d'eau et là où on peut gagner. Alors il y a une grosse partie réhute hein, que tous les industriels voudraient pousser aujourd'hui, écrit à juste titre hein, sur la réglementation, par rapport à la réglementation, qui aujourd'hui coince un peu ce sujet-là. Moi, ce que j'ai tendance à leur rappeler, je dis, mettez à profit le temps avant que le décret ne sorte pour justement connaître et économiser. On a eu une opération économie d'eau dans le 56. Justement, un certain nombre d'entreprises se sont penchées pour regarder ce sujet d'économie. On se rend compte qu'il y a encore 10, 20%, voire plus, d'économie d'eau sur les sites avec des investissements qui ne sont pas extrêmement importants. Donc voilà, tout ce qu'on va pouvoir gagner en économie, c'est autant d'eau qu'on n'aura pas à de toute façon réutiliser demain. Et une partie qui est un peu peut-être négligée aujourd'hui, c'est cette notion de recyclage d'eau. C'est-à-dire qu'on a des eaux qui pourraient être réutilisées, et non pas, quand je parle de recyclage, ce n'est pas obligatoirement les eaux de la station d'épuration, mais en interne, des petites boucles internes qui permettent de réutiliser de l'eau à des usages un peu moins exigeants. La même goutte d'eau, elle est utilisée plusieurs fois avant d'être rejetée dans le milieu. Voilà, elle finit au milieu finalement, mais elle a été utilisée plusieurs fois à des usages de moins en moins exigeants. Sur le recyclage interne, oui, c'est assez clair. En agroalimentaire, il y a des choses qu'on sait ne pas pouvoir faire. En recyclage de boucles sur des machines, on peut faire énormément de choses aujourd'hui. Et les qualités d'eau, oui, c'est assez précisé. Hein. Sur les recyclages, les choses sont plus claires que sur la réutilisation d'eau. Aujourd'hui, enfin, sur la réutilisation, c'est clair. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de réutilisation à partir du moment où on est en interne entreprise. On peut la réutiliser pour des lavages extérieurs, pour des lavages de bétaillères, pour des lavages de quais et autres. On ne peut pas rentrer en agroalimentaire. Le recyclage en boucle aujourd'hui est plus facile. Et voilà, il est mobilisable tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser une eau sur une machine, alors qu'on ne va pas pouvoir utiliser une eau sortie de station d'épuration pour revenir dans l'entreprise. Alors, dans le domaine des légumes, énormément de lavages de légumes sont faits en cycle fermé. Voilà. On tourne en boucle sur le lavage des légumes. Et ça, c'est possible. Réglementairement, ça ne pose aucun souci de réutiliser l'eau qui a déjà lavé les légumes pour la remettre en tête. Alors que d'aller chercher une autre station d'épuration pour la mettre sur le lavage des légumes,
Aujourd'hui, réglementairement, on ne peut pas. La spécificité de l'agroalimentaire, aujourd'hui, c'est le risque sanitaire qu'on n'a pas en automobile ou chez un traiteur de surface. Petite question, qu'est-ce que vous considérez comme un industriel? Est-ce qu'un sériste, est-ce qu'un gros éleveur est un industriel? Alors, quand je parle de la thématique industrielle, on est hors agricole. Le volet agricole, il est vu au travers des appels à projets qu'évoquait Olivier. Voilà. Je sais, vous avez beaucoup de dossiers? Oui, c'est ça. Alors que c'est un domaine où il y a aussi énormément à faire. Je parlais des programmes Ecodo. Les programmes Ecodo, on regarde l'industrie, le domaine du tourisme, l'artisanat. On commence aussi à regarder le volet agricole dans ces programmes Ecodo. On voit bien que tous les acteurs, aujourd'hui, ils ont tous un travail à faire sur de l'économie d'eau. Juste en conclusion, moi, voilà, le secteur industriel, c'est 168 dossiers instruits sur la période 2019-2022. 107 en pollution, alors les dossiers micropolluants 32, 61 sur les quantitatifs, alors, dont la majorité sont en 2021. Ça représente 10 millions d'euros d'aide pour la Bretagne et voilà, 6 millions sur la pollution, 3 millions sur le quantitatif. En termes d'économie d'eau, ce qu'on a accompagné, ça a permis d'économiser 600 000 m3. Voilà, ça peut paraître peu, mais ça représente quand même un volume non négligeable sur une activité. Et en conclusion, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a encore un bon nombre d'industriels qui aujourd'hui mènent des actions sur la thématique eau, que ce soit qualitatif, quantitatif, et ne nous sollicitent pas. Aujourd'hui, on ne consomme pas l'enveloppe destinée au secteur concurrentiel. Voilà, elle est de 15 millions d'euros par an. Et actuellement, on doit être à 7 millions de consommés sur les 15 millions au mois de septembre. C'est un message quand même à passer dans le monde industriel, c'est qu'il voilà, y a des possibilités d'accompagnement qui n'hésitent pas à nous solliciter. Et on n'est pas limité aujourd'hui en termes d'enveloppe financière. Moi, j'avais juste 4-5 sujets d'actualité de l'agence. C'était aussi pour vous faire réagir et participer aux questions. Et parce que voilà. Donc, pour vous dire quelle actualité, alors elle n'est pas exhaustive. Sachez qu'on intervient, alors je me suis amusé avec les sigles, sur l'AMI HMUC. C'est dans le monde de l'eau, on a beaucoup de sigles. Donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt, c'est ça, sur les études HMUC. HMUC, c'est un sigle qu'il va falloir que vous connaître. C'est hydrologie, milieu, usage, climat. On parlait tout à l'heure du règlement climatique et tout ça, donc on demande à ce que les territoires, souvent portés par les SAGE, schéma d'aménagement gestion des eaux, portent ces études. On voit bien qu'on va avoir des conflits d'usage, notamment sur l'accès à l'eau, et donc il faut mettre autour de la table, ça va être facile, le monde agricole, les collectivités, les associations de protection de la nature ou autres, consommateurs d'eau, les particuliers. Et donc actuellement se développent sur l'ensemble des territoires ces fameuses études où on essaye d'abord d'engranger de la donnée, voilà, sur l'hydrologie, les milieux, les usages, et tout ça dans un contexte de changement climatique. Il y a même un SAGE qui a consulté et aucun bureau d'études n'a pu répondre parce que voilà, la thématique, vous imaginez comme elle est vaste. Donc on accompagne ces études. On a fait un appel à manifestation d'intérêt financé à 100% pour lancer un certain nombre de projets sur l'ensemble du territoire du bassin. Et voilà, ce sont des sujets qui sont devant nous. On a actuellement un appel à initiative macroplastique. Il y a un plan national pour la lutte contre les macroplastiques. L'ADEME est référencé sur un certain nombre d'items. L'Agence de l'eau sur 2 items. Et donc, on a lancé, là, c'était début juillet, là, un appel à. Voilà, on espère aspirer les projets sur des collectivités ou d'autres partenaires qui travailleraient sur ce sujet. On entend beaucoup aussi communiquer sur le 7e continent et tout ça. Donc, c'est un sujet qui n'était pas dans nos modalités classiques. Donc, on s'ouvre maintenant à des champs un peu nouveaux. Les PSE, BV, algues vertes, ça c'est pour m'amuser aussi avec les sigles. Maintenant, on finance aussi, c'est un peu nouveau, les produits pour services environnementaux. C'est-à-dire que certains agriculteurs vont faire des efforts sur leurs pratiques agricoles, qui peut générer des moins-values voilà, en termes de rémunération. Et donc, on a des outils financiers aujourd'hui qu'on appelle PSE et qu'on est en train de déployer sur nos 8 BV algues vertes, notamment pour faire avancer le monde agricole sur ces sujets. Vendredi, on est sur l'Agence de l'eau est à l'île aux Moines pour signer l'accord de programmation avec l'Association des îles du Ponant. Bien, en Bretagne, on a pas mal d'îles entre Bréa et alors on va même jusqu'à l'Île-Dieu pour notre territoire. Et donc, on a regardé sur l'ensemble des îles bretonnes et pas que les enjeux attachés à l'assainissement, à la biodiversité, à la politique portuaire
et puis également aux économies d'eau. Et donc, on a une contractualisation sur 10 millions d'euros, je crois, pour l'ensemble des îles, avec un programme île par île qu'on est en train de décliner. Et vous entendrez parler vendredi dans la presse de cette signature de partenariat avec l'ensemble des îles. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait il y a quelques années. Et puis là, actuellement, on est très mobilisé depuis, alors pas que depuis juillet et août, hein. On a vécu ce qu'on appelle les CGRE, là, les comités de gestion ressources en eau qui se déclinent au niveau de chaque département. Les premiers ont lieu dès janvier, hein. Celui d'Ille-et-Vilaine avait déclenché de réunion dès janvier de cette année, vu le faible pluviométrie de l'automne. Pour vous dire aussi que les plus importantes, ce sont celles de l'automne et de l'hiver qui rechargent les nappes, et que les orages d'été n'apportent rien en fait. Pour recharger les nappes, par contre, ça recharge un peu quand même les retenues d'eau. Et donc actuellement, on nous a demandé, alors d'abord, il y a la Première ministre qui a mis en place, vous savez, une cellule de crise qui se réunit tous les vendredis depuis maintenant quelques semaines. Donc les agences de l'eau alimentent avec les DREAL les éléments préparatoires. Et nous-mêmes, on est en train de s'interroger au regard de nos modalités, ce qu'on peut financer, pas financer, au regard du retour d'expérience que j'appelais RETEX, avec, vous voyez les articles se multiplier, chacun y allant de sa bonne idée, hein. Donc les agriculteurs veulent des bassines partout, forcément, parce que c'est pas normal que l'eau qui tombe aille en mer, donc il faut la retenir. On a évoqué le sujet des réutilisations d'eaux usées traitées, qui est un vrai beau sujet. Et aujourd'hui, avec un vrai frein auprès des industriels agroalimentaires, et voilà, il y a une pression qui monte pour faire évoluer la réglementation, notamment sanitaire. Aujourd'hui, le frein, il est purement sanitaire. Au niveau technologique, on a tous les outils pour faire ce qu'on veut. Et puis, vous avez aussi entendu parler, pour le monde agricole, c'est récupérer tout le pluie qui tombe et faire des bassines. Et puis pour le littoral, il y a la mer à profusion, on a 97% de l'eau et c'est de l'eau salée. Allons la dessaler et voilà, le problème est réglé. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui sont devant nous et qui intéressent vivement l'agence, à la fois en termes d'études, mais aussi prospection et puis voire même des fois de fermer des portes pour certains sujets, dont on sait que c'est pas forcément la solution. Voilà, donc ça c'était pour aussi susciter le débat si vous voulez redire. C'est ma dernière diapo. Parfait. Merci beaucoup.